Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire, le moment où je parle des livres en cours de lecture ou des livres terminés durant la semaine. La semaine passée, il y avait très peu de livres pour mon usage habituel où j'ai plus ou moins une dizaine de livres en cours. Cette semaine, ça augmente à nouveau parce qu'il y a des livres que j'ai terminés, dont je vais parler une dernière fois, et puis des livres que j'ai commencés ou même lu en entier dans un des cas. Et donc, je me retrouve avec une pile assez lourde, assez importante, que je vous montre ici et qui, j'espère, ne s'écroulera pas trop vite, de livres parfois lus en petits bouts et parfois bien avancés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, je parlais d'une dizaine, j'étais pas si loin que ça. 8 livres, alors certains je vais les évoquer très rapidement, puis d'autres je vais me plonger un tout petit peu plus à l'intérieur de ceux-ci, dans cette espèce de conversation un peu libre que je fais un peu avec moi-même, mais avec aussi ceux qui me font la gentillesse d'écouter ce que je raconte. Alors il y a Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, que je lis à haute voix dans d'autres vidéos. J'ai passé 1 heure dessus dans le 2e chapitre, La Chambre des Cartes, la semaine passée, enfin c'est même pas la semaine passée, c'est hier. Donc je vous y renvoie, il y a un plaisir extraordinaire à lire le style de Julien Gracq dans cette espèce d'attente de quelque chose qui va peut-être avoir lieu, d'un monde qui va peut-être changer. Le temps passe lentement. Alors, par quoi commencer dans les livres dont je vais parler un peu plus en profondeur? J'ai terminé La Fileuse de verre de Tracy Chevalier. J'en parle maintenant parce que Le Rivage des Syrtes, c'est un monde d'une ville italienne. Sans doute pas Venise. Alors que La Fileuse de verre, c'est Venise, c'est Murano, les verriers, les verreries de Murano, évidemment. Et on a donc j'ai terminé donc cette lecture-là, le destin de Orsola Rosso, qui a parcouru plusieurs siècles. Cela commence au XVe siècle, cela se termine au XXIe, cela se termine avec des événements tout récents, avec la pandémie qui a touché ces lieux, ce moment où de vrais dauphins, c'est le titre de la dernière partie de ce livre, de vrais dauphins auraient été vus à Venise. Et elle-même les aurait vus. C'est une lecture que j'ai aimée pour ce voyage dans quelque chose d'un peu mystérieux, ces gens qui vivent loin de la terre ferme, la terre à ferme, dans les eaux, et qui n'en sortent pas. Orsola a peut-être vécu 5 siècles, mais elle n'est allée qu'une seule fois sur la terre ferme. Elle est restée entre Murano et Venise, même si la modernité est apparue autour d'elle. En 500 ans, la pierre, puisqu'on lançait une pierre pour faire des ricochets, la pierre a traversé presque toute la lagune, atterrissant en divers points du temps selon ses ricochets. Après un ultime rebond, elle sombre dans les eaux de Murano à l'époque actuelle. Orsola Rosso a près de 70 ans. Elle est en train de tourner dans la flamme une énième perle rouge translucide, dans laquelle flottent des mouchetures de feuilles d'or. Sa perle, Antonio. Elle lève les yeux et voit un homme. C'est le souvenir de cet Antonio qu'elle a aimé, qui a été l'amour de sa vie, mais qui est parti sur la terre ferme, et qui, évidemment, des siècles après, le temps ne passant pas aussi lentement,
ou de la même manière sur la terre ferme qu'à Murano et à Venise, des siècles après cet homme. Qu'est-il devenu? On apprend des choses sur lui à la fin. Il y a un homme qui est là. Qui est cet homme? Debout au croisement de deux rues où se trouve le studio d'Orsola, il regarde autour de lui. Un touriste, sans doute. Pourtant, il y a quelque chose dans sa façon de se tenir, jambes écartées, tel un pêcheur vénitien dans la houle de la lagune, dans ses cheveux bouclés d'un gris qui jadis fut blond, et dans la forme de son visage aux larges pommettes et aux yeux enfoncés. Le cœur d'Orsola se met à battre la chamade. Elle se souvient soudain du petit chien de Mazzorbo, couché entre elle et Antonio dans le Sandalo, en apparence noyé mais revenant à la vie avec force crachotement. Si des dauphins de verre me sont parvenus durant toutes ces années, et que de vrais dauphins sont revenus à Venise, pourquoi pas lui? Pourquoi lui ne me reviendrait-il pas? C'est ce qu'elle a eu besoin de se dire toutes ces années, si irrationnelle que ce soit. Elle voudrait que, comme ce petit chien, il reprenne vie. Reprend-il vie, cet amour perdu? Je ne vais pas raconter la toute fin de ce livre, mais quelque chose reste vivant. Il y a ces dauphins de verre et ces vrais dauphins qui reviennent. Dans La fileuse de verre, donc de Tracy Chevalier, retour des dauphins, retour de la nature qui est présente dans d'autres livres dont je vais parler. J'ai lu, là aussi, dans mes envies de lecture à haute voix, les méditations poétiques de Lamartine. Je me suis arrêté à la fin des méditations en elles-mêmes, alors qui évoque certes la nature, mais une nature peuplée de Dieu, peuplée de sacré, avec une forme de révolte, et on reviendra sur la notion de révolte après quand on parlera d'Albert Camus, mais chez Lamartine, il y a une foi qui apparaît, alors qui donne de la poésie parfois un peu abstraite, et grandiloquente, avec pas mal de clichés qui se lit par certains moments avec plaisir, puis à d'autres moments on est un peu assommé par trop de mots. Donc je vais sans doute aller me plonger bientôt dans les nouvelles méditations poétiques, où là encore, on va creuser peut-être cette idée de rapport entre le sacré, la nature, etc. Et puis, si je continue, pour parler de nature, j'ai commencé Le temps d'après de Jean Eklund. J'avais lu le livre Dans la forêt, dont on a ici la suite, le temps d'après. On a beaucoup parlé du monde d'après, alors j'en suis encore au début de cette lecture. À la fin du livre précédent, alors je spoil un peu, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à d'abord lire ce livre Dans la forêt, puis à lire Le temps d'après. À la fin du livre précédent, naissait un enfant dans la forêt. Cet enfant avait 2 mères, qui étaient 2 sœurs, et il a donc vécu toute sa vie dans la forêt. Et cet enfant, c'est lui le narrateur du temps d'après. Celui qu'elles ont appelé Burl, qui se donne lui-même d'autres noms plus forestiers, raconte donc sa vie dans la forêt, dans le temps d'après, lui qui, contrairement à ses mères, n'a pas connu le monde d'avant, a toujours vécu dans la forêt et n'a connu d'être humain que ces 2 femmes qui l'ont élevé et lui-même. Et il est adolescent au moment où il nous raconte son histoire, à la fois son enfance, son envie de connaître d'autres gens et ce rapport intime à la nature, ce rapport où la nature
est au fond quelque chose qui est premier, où la forêt est constitutive de ce qu'il est vraiment, même de son langage. Il y a dans cette langue-là, au début, on croit que c'est des fautes, mais en fait, ce sont des inventions. Il utilise des mots différents des nôtres, un tout petit peu différents. Parfois, c'est juste dans l'écriture du mot qu'il y a des différences. Et petit à petit, on a cette narration naïve qui se pose des questions, qui se demande qui est son père. L'histoire de la naissance et de la conception de Burl est terrible, c'est le fruit d'un viol. Il croit que son père est un arbre, et ses mères lui laissent croire ça pendant un certain temps, même si il voit ce qui se passe dans la nature, comment les animaux procèdent, et se dit qu'un arbre, peut-être bien que c'est pas comme ça que l'on donne naissance à des enfants. Alors que je vais continuer cette lecture-là du temps d'après, va-t-il y avoir d'autres humains? Il y a ce manque chez ce personnage-là. Et puis, que va être cette vie dans le temps d'après? Évidemment, ça pose des questions par rapport à notre monde, à nous. Vivre dans un monde où toutes les technologies que nous utilisons ne seraient plus là. Voilà l'hypothèse de Gene Eklund, hypothèse qui n'est pas si fantaisiste que ça. Tout peut s'effondrer, et peut-être tout s'effondrera rapidement. Mais on n'est pas dans une dystopie, on n'est pas dans un monde mauvais. On est après la dystopie. Dans un monde où la forêt, au fond, est un lieu accueillant. En tout cas, au début du livre, peut-être que ça se terminera moins bien, je ne sais pas. Je vais aller voir la suite de ce livre, Le temps d'après, de Gene Eklund. Alors, la forêt est aussi un lieu important dans ce très beau livre roman graphique ou bande dessinée, je ne sais pas trop comment nommer ceci, Mémoire de gris de Ferret. Mémoire de gris, gris, c'est le lieu où se trouvent les personnages de cette histoire, un lieu assez sombre, assez gris, et on voit directement à la première page qu'on est dans le ton gris et qu'on est dans la forêt. Dans la forêt et dans un bourg qui est médiéval, avec une certaine violence. Alors, à quelle époque est-on? Époque des croisades, puisque certains personnages reviennent de croisades, donc au Moyen-Âge, et reviennent dans ce lieu gris qui est un lieu un peu délaissé, très pauvre, et où la population est maltraitée par le père de celui qui revient. Et il y a une sorte de Robin des Bois, ou de Robine des Bois, puisque c'est une femme qui aide la population, qui est aussi considérée comme une sorte de sorcière par d'autres, et qui a une histoire assez compliquée avec l'homme qui revient de croisade. Et donc, une histoire assez dure, assez violente, on le voit à travers certaines images. Une histoire aussi où il y a peu de mots et beaucoup d'images. Et je dois dire que dans la bande dessinée, c'est ce que j'aime. Par exemple, voilà des pages où il n'y a quasiment aucun mot à part un nom sur une sépulture, sous un arbre, et puis le destin qui coupe et file. On ne joue pas avec le temps, et le rapport au passé est important. Et alors il y a beaucoup aussi de violence, de sang, de torture, de choses qui sont très, très dures, mais toujours dessinées avec beaucoup de justesse.
la sorcière va être brûlée, par exemple. Et donc ce Mémoire de gris, c'est un très beau livre qui raconte une histoire. Parfois, je me suis un peu perdu dans cette histoire-là, mais peu importe, parce que on se raccroche à ce mystère de la langue aussi, chez certains personnages, comme on peut le voir ici, dans ce rouge sang et ce gris qui se confrontent. Dans un très beau livre, donc Mémoire de gris, de Ferret. Mais ce n'est pas terminé. Il me reste 3 livres à évoquer. 3 livres qui vont eux aussi nous renvoyer à des univers assez différents. On va quitter la forêt pour des lieux plus durs, même si la forêt est un lieu dur, et ce qui se passe dans Mémoire de gris est assez dur, mais le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, un livre que j'avais tenté de lire il y a quelques années, et que j'avais laissé tomber. Et là, j'ai repris, donc j'ai recommencé cette lecture-là, en lisant pour l'instant les 3 premiers chapitres d'un livre que vous voyez qui est assez ancien ici. Fait partie de ces livres que j'ai toujours vus dans cette maison où je suis, et que donc je me suis dit qu'il fallait que je lise. Et ce pavillon des cancéreux, ça nous raconte donc, dans l'URSS d'après la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui sont tous dans une chambre d'hôpital et ont un point commun qui est le cancer, mais avec la multiplicité de ce que ça peut signifier, le cancer. Et c'est évidemment quelque chose qui va assez rapidement dans la souffrance humaine, mais dans aussi des rapports entre humains qui parfois sont durs, parfois sont des rapports plus intimes, plus profonds, plus beaux. Et ce pavillon des cancéreux, alors bien sûr, il me parle parce que quelqu'un de très proche de moi a fini sa vie, non pas dans un pavillon comme celui-ci, heureusement, dans des conditions bien meilleures, mais avec cette chose terrible qui s'appelle le cancer. Et évidemment, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous et qui arrive à beaucoup de gens. Et ici, ils sont un peu parqués, mais il y a les soignantes qui font ce qu'elles peuvent. Il y a celui qui arrive et qui a une grosse boule au cou et qui voudrait qu'on s'occupe plus de lui parce que c'est quelqu'un du parti, attention, en Union soviétique à cette époque-là, donc il devrait être traité mieux que les autres, ce qui évidemment est une contradiction dans un système censé être communiste. Mais il se plaint, et finalement il est traité comme tout le monde, selon les moyens assez rudimentaires du lieu. Paul Nikolaïevitch, lui, avait sous la mâchoire cette grosseur qui lui pesait, l'empêchait de se tourner et grossissait d'heure en heure. Mais les médecins ici ne comptaient certes pas les heures. Entre le déjeuner et le dîner, personne ne l'avait examiné, aucun traitement n'avait été entrepris. Pourtant le docteur Dontsova l'avait attirée ici justement en lui promettant un traitement d'urgence. Elle était donc complètement irresponsable. Sa négligence était criminelle et Roussanov, qui lui avait fait confiance, perdait un temps précieux dans cette salle d'hôpital malpropre, exiguë, à l'atmosphère viciée. Au lieu, je m'en mêle un peu les pinceaux, au lieu de téléphoner à Moscou et de prendre l'avion, et la conscience de l'erreur commise, de cet altermoiement ou de ces altermoiements vexants, venus s'ajouter à l'angoisse où le jetait sa tumeur, oppressait si violemment Paul Nikolaïevitch qu'il lui devint insupportable d'entendre quoi que ce fût, à commencer par ce bruit de cuillères frappant les assiettes, et qu'il ne put plus supporter la vue de ces lits de fer, de ces couvertures grossières, de ces murs, de ces lampes, de ces gens. Il avait l'impression d'être tombé dans un piège, et jusqu'au lendemain matin, il lui serait impossible de prendre aucune mesure
décisive. Là, on voit notre personnage qui, au fond, se révolte contre cette situation qu'il n'a évidemment pas choisie. Et évidemment, le cancer peut arriver sans qu'on sache pourquoi, d'où ce sentiment de révolte. Et si je parle de révolte, je ne suis pas le premier. Et cette révolte, elle est profonde, elle est au fond contre non seulement le cancer, mais la condition humaine. Et c'est une révolte peut-être métaphysique. Et les Russes sont des révoltés métaphysiques et historiques. Alors je prends ici des termes que j'emprunte à Albert Camus. Albert Camus, dont je suis en train de lire L'homme révolté, précisément. L'homme révolté qui explique fondamentalement pourquoi nous sommes révoltés et pourquoi nous avons raison de l'être. Et cet homme révolté, c'est l'homme qui vit dans l'absurde. On est dans la suite, au fond, de ce qu'il explique dans un livre comme le mythe de Sisyphe. Et cet homme révolté, évidemment, est dans une révolte à la fois métaphysique, dans le sens où il va mourir, il le sait. Et pourtant, c'est inacceptable, et ça ruine toutes les valeurs, notamment s'il ne croit plus dans un Dieu. Et puis la révolte historique face aux conditions de cette vie. Non seulement on va mourir, mais en plus beaucoup de gens vivent dans des conditions indignes. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Écrit Camus au début de ce livre. Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non ? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque-là, oui, au-delà, non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit. Plus exactement, l'impression chez le révolté qu'il est en droit de. Il me semble que le personnage dont on vient de lire la réaction au moment où il arrive dans le pavillon des cancéreux est une réaction qui est exactement de cet ordre-là. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même en quelque façon et quelque part raison. Il affirme, c'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme en même temps que la frontière, tout ce qu'il soupçonne et veut préserver, en deçà de la frontière. Il démontre avec entêtement qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine qui demande qu'on y prenne garde. D'une certaine manière, il oppose à l'ordre qui l'opprime une sorte de droit à ne pas être opprimé au-delà de ce qu'il peut admettre. Voilà le premier mouvement de la révolte. Et Albert Camus explore ce qu'il appelle d'abord la révolte métaphysique, puis la révolte historique. Alors j'ai lu surtout la partie, pour l'instant, sur cette révolte métaphysique. Il parle de plusieurs figures de cette révolte-là, à commencer par le personnage du marquis de Sade, la révolte de ceux qu'il appelle les dandys, et puis des gens comme Nietzsche et le nihilisme, dont il dit ceci par exemple. La première démarche de Nietzsche est ainsi de consentir à ce qu'il sait. L'athéisme pour lui va de soi. Il est
constructif et radical. La vocation supérieure de Nietzsche, à l'en croire, est de provoquer une sorte de crise et d'arrêt décisif dans le problème de l'athéisme. Le monde marche à l'aventure, il n'a pas de finalité. Dieu est donc inutile, puisqu'il ne veut rien. S'il voulait quelque chose, et l'on reconnaît ici la formulation traditionnelle du problème du mal, il lui faudrait assumer une somme de douleurs et d'illogismes qui abaisserait la valeur totale du devenir. On sait que Nietzsche enviait publiquement à Stendhal sa formule « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas ». Privé de la volonté divine, le monde est privé également d'unité et de finalité. C'est pourquoi le monde ne peut être jugé. Tout jugement de valeur porté sur lui aboutit finalement à la calomnie de la vie. On juge alors de ce qui est, par référence à ce qui devrait être, royaume du ciel, idée éternelle ou impératif moral. Mais ce qui devrait être n'est pas. Ce monde ne peut être jugé au nom de rien. Les avantages de ce temps, rien n'est, tout est permis. Ces formules, qui se répercutent dans des milliers d'autres, somptueuses ou ironiques, suffisent en tout cas à démontrer que Nietzsche accepte le fardeau entier du nihilisme et de la révolte. Dans ses considérations d'ailleurs puériles sur le dressage et la sélection, il a même formulé la logique extrême du raisonnement nihiliste. Problème, par quels moyens obtiendrait-on une forme rigoureuse de grand nihilisme contagieux qui enseignerait et pratiquerait avec une conscience toute scientifique la mort volontaire. C'est la question de base de Camus, cette question de la mort. Faut-il se donner ou donner à d'autres la mort? La justification du suicide qu'il refuse dans le mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux, est celle du meurtre qu'il refuse dans L'homme révolté. Même si les auteurs dont il parle auraient tendance à, puisque rien n'a de sens, le monde n'a pas de sens, à admettre le meurtre. Le marquis de Sade, Nietzsche, et puis d'autres sont aussi évoqués par la suite, notamment des poètes comme les surréalistes ou Lautréamont. Donc ce parcours historique et métaphysique dans la révolte est tout à fait intéressant. On s'y perd peut-être parfois. Là, je vais entrer dans la partie de révolte historique qui va nous amener à l'époque de la Révolution ou des révolutions, des régicides, de la terreur, etc. pour essayer de voir comment et pourquoi se révolter. Alors peut-être qu'une façon de se révolter, c'est de créer. C'est de faire des œuvres, de remplacer les œuvres d'un créateur qui n'existerait pas, Dieu, si on est nihiliste, comme Nietzsche par exemple, et comme Camus, qui n'est pas nihiliste, mais qui est athée. On pourrait inventer des œuvres. Et je vais parler, pour terminer, d'un livre que j'ai commencé avec beaucoup de joie. C'est les œuvres de Édouard Levé, qui imagine des œuvres, mais qui ne sont pas réalisées, ou en tout cas qu'il n'a pas réalisées encore, peut-être certaines l'ont été, et donc c'est numéroté de 1 à quasiment 500, je crois, ou plus que 500, 533 œuvres, mais toutes tout à fait étranges et basées sur des idées qui donnent à sourire parfois, à penser souvent. Par exemple, je lis au hasard le numéro 40, une exposition présente de faux tableaux, tenus pour des copies ou des imitations pendant un temps alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ont par la suite retrouvé leur statut d'œuvre authentique. Ou alors, prenons la numéro 66,
7. 6 personnes sont assises autour d'une table. Leur taille très variable est déterminée par le nombre de conversations qu'elles ont eues avec l'hôte. Sculpture. Et puis parfois ils dressent des listes. Sur un tableau sont peints les noms des artistes que l'auteur connaît. Abaléa, Abramovitch, Absalon, Aconci, Achour, Adami, Agan, Ayo, Alberola. Je dois vous dire que moi je les connais pas forcément, ces artistes. Après tout d'un coup, quand on lit ces listes, il y a plusieurs pages de listes où on n'a que des noms dans l'ordre alphabétique, tout d'un coup on se dit « Ah tiens, celui-là je le connais, il me dit quelque chose. Et est-ce que celui-là sera là, tiens ?» Tapies, Tata, Tatlin, Télémaque, Texier, Tiepolo, Tillmans, Tinguely, Tintoret, etc. Et puis, donc, il invente des œuvres qui pourraient exister. Parfois, c'est très court, une ligne ou deux. 104. Le faisceau d'une lampe torche dessine le profil d'un homme. Voilà. Quelque chose qui pourrait se faire. Parfois, c'est un peu plus développé. Il donne des exemples. Il y a une inventivité dans ce livre-là. Alors, je n'ai lu pour l'instant que une centaine de ces œuvres. Et je vais continuer avec délectation à découvrir, à visiter une sorte de musée imaginaire. 57. Un homme tient dans la main gauche les fleurs du mal et dans la main droite un manuel de savoir-vivre du XIXe siècle. Il lit à haute voix en prélevant aléatoirement des mots dans les deux livres et s'efforce de formuler des phrases grammaticalement correctes. Voilà une idée d'Édouard Levé dans ses œuvres qui nous sont proposées ici. Et je vais continuer donc cette lecture-là comme d'autres dont je reparlerai dès la semaine prochaine. Voilà les livres dont j'ai parlé, sans oublier les Mémoires de Gris en bande dessinée, et puis plein de choses qui m'ont occupé. Alors la semaine prochaine, on reviendra de toute évidence sur Camus, sur Solzhenitsyn, sur Jean Eklund, sur, sans doute, très certainement, Édouard Levé, et peut-être d'autres surprises. Mais il est temps de vous dire au revoir et à bientôt.